Ça arrête? Ouais, nickel. Ça va, Jean-François? Ça roule? Il est où? Seb? Je le mettrai à la fin quand on va faire. En fait, j'ai pas la rêve comme je dis ça. Francis. Ah, c'est bien? Francis. Francis. Bien. J'ai pas mon pantalon jaune. Par contre, ce matin, vous êtes parti sur la route. Moi j'ai vu le message, j'étais putain de J'étais en train de vous préparer les gants, les chaussettes et les machins pour vous. Alors, du coup, j'ai décidé. Francis. Ce sera rien, vous démerdez. Ce soir, j'ai mis ce auteur. Voilà. Non, je m'en fous. J'aurais pas froid. Ça va faire du marché noir encore parce qu'il y a pas ça. Ouais, non, mais je ne ferai pas. Là, j'étais prêt à les commander. Voilà, mes 3 paires de gants sont embarqués. Il est plus avec les enfants hier. Bon, l'idée de ce point presse, c'est de vous présenter rapidement la course et surtout avoir le ressenti des marins qui vont prendre le départ demain à 13h de cette deuxième édition de la Finistère Atlantique. On a un temps d'échange avec Axel Capron, notre rédacteur, et les marins qui va durer à peu près une demi-heure, 35 minutes. Et après, questions-réponses avec la salle. Et on a une dizaine de journalistes qui sont en visio, qui poseront directement leurs questions aux marins. Bonjour, bienvenue évidemment à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, parce qu'on a la chance d'avoir 2 femmes sur le plateau. Merci infiniment de la présence de chacun des journalistes, que vous soyez sur zone à Concarneau ou en visioconférence avec nous. Merci de vous avoir rendu disponible. Mathieu vous l'a dit, la Finistère Atlantique, la deuxième édition de cette course qu'on a voulu avec Mathieu au départ de Concarneau, ira cette année à Antibes. Donc on partira samedi, demain, la direction de course que je vois là, qui va nous rejoindre. Monsieur Francis Le Goff va vous parler du parcours. On va démarrer à l'heure. On va laisser Axel Capron officier. Merci beaucoup. Très bonne conf. Et encore une fois, bravo et merci à chacun d'entre vous d'avoir été là et à l'heure. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette conférence de presse avec le directeur de course, Francis Le Goff, qui vient de nous rejoindre. Francis, on va poser une première question. Rassure-nous, le départ va être donné dans des conditions un peu plus clémentes que ce matin? Ah oui, il va faire beau. Voilà. Il va faire beau et voilà, il y aura un petit peu de vent pour le départ. Ce ne sera pas très véloce, mais bon, pour une entrée en matière, c'est plutôt pas trop mal. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les conditions de météo qui attendent les 5 ultimes pour le départ et pour cette course? Oui. Un départ assez tranquille demain, à l'heure indiquée, 13h. Ensuite, le vent va rentrer. Il y aura un début de nuit, là aussi assez tranquille. Puis après, ils vont aborder le Cap Finistère avec un petit peu de vent. Et plus on est lent pour y aller, et plus forcément il y a un peu plus d'air, mais ils en parleront sûrement tout à l'heure un peu plus davantage que moi, avec une mer qui est quand même assez importante, aux alentours de 4 mètres, et puis voilà, des vents soutenus, pas mal de rafales, mais le passage est assez court, la transition est assez courte, c'est environ aux alentours de 6 bonnes heures, on va dire un peu compliqué. Et puis ensuite, ça se complique encore. Alors cette fois-ci, pas parce que le vent est trop fort, mais peut-être parce que le vent est beaucoup moins fort, avec une petite dorsale qui est installée. Mais ça va vraisemblablement redonner encore un peu plus d'intérêt. Des inquiétudes pour l'ensemble des bateaux de savoir comment on s'en sort. Mais pour vous tous, c'est intéressant. Ça peut redonner presque peut-être une nouvelle ligne de départ à cet endroit-là. Voilà. D'ici là, ça a encore un peu le temps de changer, mais à l'heure où on parle, ça peut être
Ça peut être ça. Le Gibraltar, ben voilà, hier il y avait encore un peu de prêt pour passer. Ce matin, a priori, il y a un peu de porte en mou, donc on va peut-être éviter d'en parler de trop pour l'instant. On va voir comment tout ça a évolué. La Méditerranée, voilà, se range au fur et à mesure, mais il est là encore un petit peu trop tôt pour en parler. Mais si on mélange tout ça, ça nous donne une arrivée au mieux le jeudi. La première édition de cette Finistère Atlantique, elle est aux Açores. Cette fois-ci, on va à Antibes, un parcours de 1760 000. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les caractéristiques de ce parcours ? Bah, écoute, on l'a déjà un petit peu fait là, mais voilà, le premier passage. D'abord, c'est le départ, parce que ça va être un petit peu mou. Ensuite, il y a le Cap Finistère, on vient d'en parler. Gibraltar, c'est quand même très très étroit, d'autant qu'il y a un DST. Donc ça va nécessiter beaucoup de manœuvres. On est très heureux de savoir qu'ils sont en équipage. Et vraisemblablement, ça va quand même suer un petit peu à bord des bateaux parce qu'il y aura quand même pas mal de manœuvres. Là aussi, c'est court, mais voilà. Et puis ensuite, comme chacun le sait, la Méditerranée, c'est plein de transitions, c'est incertain. Et que à ce stade, c'est encore difficile de dire ce qui va s'y passer. Sinon que l'accueil, on n'en doute pas, sera formidable parce qu'ils sont très attendus à Antibes. Et ils sont attendus quel jour ? Voilà, jeudi. Très bien, merci Francis. Il y aura peut-être des questions des journalistes à la fin de cette présentation. On va passer à la présentation des équipages et on va demander notamment aux 5 skippers qui sont venus accompagner aujourd'hui de nous présenter un peu leur binôme. On va commencer dans l'ordre avec Anthony Marchand. Anthony, tu es venu avec Marie Rioux, qu'on connaît bien, qui a fait de la voile olympique, The Ocean Race, qui est maintenant une navigatrice aguerrie. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Tu as commencé fortement la présentation de Marie. C'est vrai que Marie, moi je l'ai connue quand j'étais tout gamin en optimiste et en laser. Voilà, c'était déjà les stars du centre d'entraînement de Brest en 4,70. Voilà, moi c'était presque une idole en fait quand j'étais plus jeune. Et donc je suis vraiment ravi de. C'est vrai. Et je suis vraiment ravi de naviguer avec Marie. Voilà, elle a été plusieurs fois championne du monde en Accra, 4 ou 5 fois, je sais plus. 4 fois. 4 fois. Voilà, plus les Jeux au Brésil, voilà, c'est le GP et compagnie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et qui nous apporte énormément de choses voilà, sur le bateau. Marie, on va te demander, tu as fait du NACRA, donc quadruple championne du monde de NACRA 17 avec Billy Besson, tu as fait aussi du F50 sur le circuit CLGP, te voilà maintenant sur un ultime volant. Raconte-nous un peu tes débuts en ultime, qu'est-ce qui t'a éventuellement surprise quand tu as navigué sur ces bateaux ? Du coup, la première, c'était les 24 heures ultimes. Et c'est vrai que c'est vraiment super de naviguer sur des bateaux qui vont rapidement à 40 nœuds. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à naviguer sur ce bateau. Et avec l'équipe, en tout cas, on se régale. Et voilà, je suis vraiment contente de faire partie de cette équipe et d'avoir la possibilité de naviguer sur des bateaux comme ça. Tu as un rôle spécifique à bord d'Actuel Ultime 3 ? Non, il n'y a pas de rôle spécifique. Je crois qu'on est chacun doit être capable de faire un peu tout sur le bateau. Ça passe de barrer le bateau, de régler les voiles, de faire à manger pour Anto. Pas du tout. Anthony, est-ce que tu peux nous présenter le reste de l'équipage d'Actuel Ultime 3 ? Ouais, donc on a Alan Penaneac qui travaille dans la voilerie Norsail, c'est un peu notre maître voilier, donc c'est quelqu'un qui est très expérimenté dans le dessin des voiles, dans le réglage des voiles aussi. Voilà, il fait beaucoup de multi-50, il était avec Coesio en multi-50 la saison dernière. Nous avons Ronan Tressard qui a une double casquette, qui est aussi bien intégré dans notre équipe technique du bateau et qui est souvent là pour les chantiers, comme le dernier chantier d'été, qui est navigant, qui est un ancien figariste, qui a énormément de solitaire du Figaro dans ses bottes et voilà, qui navigue aussi beaucoup en multi-50. Il a fait 3e à la dernière Transat Jacques Vabre avec Pierre Quiroga. Donc nous avons Thierry Chabani qui navigue avec nous depuis 2 ans. C'était mon coéquipier pour la dernière Transat Jacques Vabre et voilà, qui navigue très régulièrement et tout le temps avec nous. Alan Roberts, un Anglais et Brésilien, voilà, double nationalité. Et non, Alan, voilà, c'est quelqu'un
que je connais depuis mes débuts en Figaro. Il a 9 solitaires du Figaro. Il est coéquipier de Clarisse Kremer en IMOCA. Voilà, et il est, on va dire, à bord, il fera pas mal la météo et la navigation avec moi. Donc on essaye de se répartir un peu les rôles ensemble. Qui j'ai oublié d'autres non, je crois que tout le monde... Tu as fait le tour. On va passer au trimaran Maxi Banque Populaire 11. Merci Anthony et Marie. Avec Armel Lecléache, son skipper, tu es venu avec quelqu'un qu'on connaît un petit peu quand même, Sébastien Josse. Vous avez gagné ensemble la Transat Jacques Vabre l'année dernière. Raconte-nous un petit peu le binôme que vous formez avec Sébastien et le rôle qu'il joue au sein du team Banque Populaire. Sébastien, ça devient maintenant une longue histoire. Il est arrivé avec nous quasiment quand on a mis à l'eau ce nouveau trimaran Banque Populaire 11. Il m'a accompagné pour la préparation de la Route du Rhum en 2022. Et puis bien sûr, d'ailleurs, je lui ai proposé de faire la Transat Jacques Vabre l'année dernière avec succès. Il était avec nous aussi pour transporter la flamme olympique cet été. C'était de belles émotions. Et puis voilà, il fait partie de l'équipage naturellement. C'est mon co-skipper, mais c'est plus que mon co-skipper parce que voilà, il peut aussi prendre la main sur le bateau. C'est lui qui a ramené le bateau des Antilles. Moi, j'étais pas disponible pour le ramener, donc voilà, on se répartit les tâches. Tu as décidé de partir à 7 équipiers contre 6 sur les autres bateaux sur cette Finistère Atlantique. Pourquoi ce choix? Est-ce que tu peux nous présenter les autres équipiers du Maxi Banque Populaire 11? Ouais, nous on est un de plus. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu on fait un essai. Voilà, l'idée c'est de tester une configuration éventuellement pour le Jules Verne l'année prochaine. On ne fera pas de Jules Verne cet hiver avec Banque Populaire. On sera peut-être en stand-by après la Jacques Vabre l'année prochaine. Donc l'idée c'était que voilà, il y ait 2 quarts de 3 et moi je suis hors quart pour faire tout ce qui est navigation, météo, stratégie. Donc l'équipage, donc tous les deux avec Sébastien, et puis on a plusieurs profils. Donc Pierre-Emmanuel Hérissé qui est le directeur technique du bateau, qui connaît le bateau par cœur, voilà, qui sera avec nous. On a Corentin Auro, donc figariste talentueux qui a remporté la solitaire du Figaro l'an dernier sous les couleurs de Banque Populaire, qui navigue avec nous depuis cette année, donc qui sera à bord du bateau, avec Morgan Lagravière aussi, qui est marin assez éclectique, qui a navigué sur pas mal de supports, qui apporte voilà, son œil averti sur tout ce qui est réglage et barre du bateau. Et puis on a Quentin Pourroy, voilà aussi comme Anthony, voilà, qui est notre maître voilier, qui a dessiné les voiles de Banque Populaire 11, qui sera en charge notamment des réglages de voiles. Et puis on a notre dernier, c'est Clément Durafour, qui est notre responsable performance du bateau, tout ce qui est data, et au sein du team Banque Populaire, et qui sera notre médiaman. Voilà, il s'est formé depuis plusieurs mois, donc voilà, il sait maintenant piloter un drone, faire des images, et on espère qu'il va pouvoir alimenter pendant cette course pas mal de vidéos et de photos. Sébastien, tu vas être le régional de l'étape de l'arrivée. Tu as grandi à Nice et tu as fait des études à Antibes. C'est là-bas que ta vocation pour la course large est née? Bonjour, c'est là-bas que ma passion est née, en tout cas pour la croisière, pour cette région magnifique, parce que c'est vrai que de grandir à Nice et à Antibes, c'est assez merveilleux. Il y a du soleil tous les jours, on peut aller faire du ski une heure dans les montagnes. Donc voilà, j'ai appris à faire du bateau là-bas, la passion est née là-bas, la croisière est née là-bas, et c'est vrai que c'est une région, c'est ma région de cœur. Il n'y a pas beaucoup de vent, par contre c'est vrai que il faut être très opportuniste, les modèles météo sont pas toujours raccords, mais c'est toujours très intéressant de naviguer là-bas. Il y a beaucoup de rebondissements. Quelles peuvent être justement les conditions d'arrivée à Antibes? On peut tout avoir. On peut avoir 35-40 nœuds de Mistral, 30 nœuds d'Est ou la Pétole, qui est bien connue dans le secteur. Et voilà, tout est possible. Et à quelques heures près, ça change. Donc c'est les pronostics, en tout cas sur une arrivée en Méditerranée, c'est compliqué à définir. C'est un atout de bien connaître ce plan d'eau. Tu as quand même pas mal navigué là-bas. Un atout, je ne sais pas, mais je pense pas, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de grands marins autour qui ont aussi navigué en Méditerranée. Il y a des grands phénomènes, voilà, le Mistral, la Tramontagne, qui sont connus. Après, il y a des petits tourbillons qui se créent, on appelle ça les retours d'Est. Mais maintenant, les modèles le voient très bien. Et on ne va pas faire de navigation très côtière comme on pouvait faire à l'époque en Figaro, où on allait chercher les brises de nuit,
tard le soir. Voilà, là, c'est des gros bateaux qui vont très vite. Et on va aller chercher la pression là où elle est. Et donc on verra. Merci Armel, merci Sébastien. On va passer à Charles Caudrelier, vainqueur de la première édition de la Finistère Atlantique il y a 2 ans. C'était un beau mano à mano avec le Maxi Banque Populaire. Est-ce que tu peux nous présenter ton équipage? Tu es venu tout seul aujourd'hui, mais il y aura 5 équipiers avec toi à bord du Maxi Edmond de Rothschild sur cette Finistère Atlantique. Oui, on est 6. Donc, alors il y a une base qui est là depuis le début, en tout cas de mon arrivée dans l'équipe. Erwan Israël, qui était aussi mon coéquipier sur la Transjavab et routeur sur quasiment toutes les épreuves depuis. Yann Rioux, qui est un des fidèles, donc qui est un médiaman, mais qui est aussi capable de faire avancer un bateau. Donc ça, c'est précieux. Et puis David Boileau, le boat captain, donc un peu le papa du bateau, qui est depuis le début, qui connaît le bateau par cœur. Et les 2 nouveaux qui sont arrivés dernière pour faire du routage, mais aussi on espérait tenter le Jules Verne dernière, c'était Julien Villon, donc, qui est bien connu et qui est un grand spécialiste un peu de ces bateaux rapides et qui nous apporte un peu un regard nouveau, c'est très sympa. Et Benjamin Schwartz, qui est une personne que j'avais rencontrée sur la Volvo Ocean Race, que j'avais énormément apprécié. À l'époque, il était technicien et depuis, il a beaucoup navigué, il a gagné pas mal de courses récemment en classe 40 et donc et voilà, il est toujours très, très intéressant avec une approche très scientifique, très cartésienne qui me plaît beaucoup. Tu as beaucoup gagné sur le Maxi Edmond de Rothschild, encore il y a 3 semaines, les 24 heures ultimes. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de gagner? Oui, bah, c'est difficile, ça s'est joué à rien. Faut reconnaître que voilà, on n'était pas parti gagnant sur cette course-là. SVR menait bien la course. Mais non, on voit bien que les bateaux sont très proches. On savait que cette course-là, elle n'était pas forcément adaptée à nous. C'était tout petit temps. C'est pas les points forts du Maxi sont pas là. On voit qu'il y a des bateaux qui sont maintenant très rapides dans ce temps-là. Donc ça, c'est très varié. On a aussi des points forts, je pense qu'on a gardé, mais on voit qu'on commence à repérer nos points faibles. On essaye de les progresser. C'est vrai que la flotte nous bouscule et ça, c'est plutôt sympa. Donc je pense que ça va être un match très serré. Oui. Merci Charles, on va passer à Sodebo Ultime 3 avec Thomas Coville, son skipper. Thomas, tu es venu accompagné d'un petit jeune Léonard Legrand, 29 ans. Est-ce que tu peux nous présenter Léonard? Alors, quand on l'appelle Léonard, c'est que souvent il a fait une bêtise. On l'appelle Léo. Et oui, je vous présente. Léonard, c'est un garçon qui a commencé avec nous en école d'ingénieur, en alternance dans le team Sodebo. Et il a participé à la construction, à la conception et après la mise au point du bateau. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a grandi et qu'on a vu grandir avec nous et qui nous a fait grandir aussi. C'est cette gestion qu'on a d'avoir une place à la jeunesse dans ce projet. Et je suis très heureux qu'il soit à nos côtés en ce moment. C'est vrai que quand il est arrivé, il arrivait de cette école d'ingénieur de Lannion que j'avais faite aussi. Et je lui ai demandé, c'est quoi ton rêve? Et il me dit, moi, un jour, ce serait de naviguer sur le trimaran. Et je lui ai dit, ouais, d'accord, ça c'est assez accessible. Et il m'a dit, moi, c'est le tour du monde. Et aujourd'hui, ça se réalise parce qu'il a bossé et parce qu'on lui a donné sa chance. Donc, c'est un chouette rendez-vous. Léonard, c'est vraiment un rêve qui se réalise pour toi d'être dans l'équipe navigante maintenant de Sodebo Ultime 3? Ouais, c'est clair. Après, c'est bien amené par Thomas, quand même. Mais ouais, effectivement, c'est fantastique. Et puis avec l'équipage qu'on a là, qui est hyper différent, chacun apporte quelque chose un peu par son passé, par ce qu'il a fait avant. Et tout ça, ça se mélange. Et la combinaison, elle fonctionne assez bien. À bord, l'entente, elle est parfaite. Et puis, on arrive à faire des choses assez chouettes, même quand on n'est pas les plus rapides. Des fois, d'aller au bon endroit, prendre un petit nuage, ça permet de bien finir de temps en temps, quoi. Tu commences à bien connaître ce bateau, qui a été considérablement optimisé depuis sa mise à l'eau en 2019. Quelles sont les forces de Sodebo Ultime 3? La force, je pense que ça s'est vu un peu cet hiver quand même. C'est le bateau, il est fiable. Il a fait un tour du monde avec quelques avaries, rien de majeur. Donc là, pour les courses comme là, c'est un atout. C'est aussi un atout pour l'hiver prochain. Bon, après, il y a des impondérables qu'on ne peut pas toujours maîtriser, mais on est content de partir avec un bateau qui a déjà autant de milles et qui a autant navigué, qui a eu plusieurs versions. Donc on est là-dessus, c'est assez rassurant de ce côté fiabilité, ouais. Et avec le groupe qu'on a à bord, de réussir à le faire fonctionner,
de trouver les petits fine-tuning, tout ça, il y a quand même des marches à passer et il en a encore sous le pied. Ouais. Thomas, est-ce que tu peux nous présenter le reste de l'équipage de Sodebo Ultime 3? Ouais, Léo aurait pu continuer parce qu'il en a parlé avec vérité. Et c'est vrai que c'est un équipage assez nouveau. On avait envie, après ce tour du monde en solo, de partir sur une feuille d'équipage et d'équipe avec plein de marins éclectiques et surtout une jeunesse ou une envie. Alors je vais commencer par celui qui est peut-être pas le plus jeune, mais Nicolas Troussel, qui avec son expérience à la fois du Figaro, à la fois de l'IMOCA, à la fois de la navigation et son envie du moment, là, on le reconnaît à peine, il se marre, il est drôle, il est vraiment enthousiasmant et enthousiasmé. Donc ça, c'est vraiment très agréable pour nous. Il apporte beaucoup au groupe. On a Pierre Le Boucher qui est avec nous, donc il vient un peu comme Marie de cet univers de l'olympisme, mais pas que. Et avec ses sensations, avec ce qu'il a de richesse de ce monde de bateaux plus petits, a intégré le groupe cette année. Il était avant sur des gros bateaux aussi, comme le programme Spindrift. Et puis on a deux athlètes, Léo donc évidemment, mais aussi Fred Denis. Frédéric Denis, c'est un ingénieur qui travaille chez nous sur la performance et qui était venu dans le même profil que Léo, passer quelques années d'ingénieur avec nous et qui était parti faire gagner la Mini Transat notamment, donc qui est sur un projet classe 40 qu'on accompagne aussi depuis quelques années et qui sera à bord. Et enfin, puisque je gardais pas le meilleur pour la fin, mais Guillaume Pierrouel, qui est un jeune qui fait beaucoup de classe 40 aujourd'hui, mais qui vient du monde du Figaro. Et ce Havrais, avec son calme et sa petite voix, se fait bien entendre. Et vraiment, c'est un plaisir d'avoir... quand on est tous les 6, vraiment, on est content d'être ensemble. Le bateau progresse beaucoup grâce à cet équipage et à cet humain qu'on a réussi à générer, à créer avec Greg Évrard, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, et François Duguay. Comme Charles Caudrelier sur le Maxier de Mont-Rothschild et François et SVR Lazartique, tu vas t'attaquer au trophée Jules Verne dans la foulée de cette Finistère Atlantique. Cette course, elle vous sert aussi à préparer ce Jules Verne? Oh là, forcément un peu en tâche de fond, mais le drame de ces questions, c'est que dans ces cas-là, on prépare toujours la course d'après. Donc là, non, on est venu ici pour se confronter aux autres, pour faire un très beau parcours, pour aussi être avec un organisateur qui nous propose des choses un peu différentes, et avec un parcours où on avait tous envie, avec la classe ultime, d'aller en Méditerranée depuis longtemps. Donc ça se concrétise. Je crois qu'on a tous envie d'aller chez Jojo, et il va bien nous recevoir. Mais non, on est venu là pour faire cette course avant tout. Et ce serait presque plus le convoyage retour qui sera plus dans cette préparation du trophée Jules Verne. Mais la course, on va faire cette course-là d'abord. Et essayer de la gagner. Ouais, de jouer avec tout le monde, ouais, c'est sûr. Les bateaux sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, et Charles, plus ça va, plus le niveau est homogène, et ça rend les courses fabuleuses avec des bateaux qui ont tous leurs points forts, leurs points faibles. Mais finalement, l'homogénéité de la classe et l'homogénéité de la flotte rend les courses passionnantes. En tous les cas, pour nous, c'est vraiment... ouais, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, je trouve, avec cette année qui est plus équipage. Merci Thomas, merci Léo. On va passer à SVR Lazartique. François Gabard. François, tu es donc venu avec Amélie Grassi, qui n'est pas novice en matière d'ultime, parce qu'elle avait navigué sur ton ancien bateau actuel Ultime 3 avec Anthony Marchand. Est-ce que tu peux nous présenter ta Amélie? Alors Amélie, c'est une jeune recrue chez nous, et jeune parce qu'elle fait partie des plus jeunes. Après on a Tom, c'est un peu un ovni en termes d'âge, donc avec Tom et Emilien, ils font partie des jeunes de l'équipe, on va dire. Et en effet, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle a beaucoup navigué, Amélie, sur plein de supports différents. Malgré son jeune âge, justement, elle a navigué en ultime, ce qui est quand même assez rare. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont navigué en ultime avant 30 ans. Et elle a aussi navigué en IMOCA, en classe 40. Elle a navigué sur plein de supports et elle s'est intégrée à vitesse éclair dans une équipe qui se connaissait plutôt bien depuis pas mal d'années. Et donc ça, c'est plutôt sympa, et je pense...
Voilà, on est très content de l'équipage dans sa globalité et je pense que voilà, j'espère qu'Amélie, je crois qu'elle a le sourire et je pense qu'elle est contente d'être à bord avec nous et nous on est content d'être avec elle. Amélie, tu confirmes? Oui, carrément. C'est vrai que je suis arrivée, j'ai intégré l'équipe il y a un mois du trimaran S-Vert Lazartique. C'était un petit challenge puisque c'est une équipe qui est soudée et qui se connaît bien, mais en arrivant, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une sincère volonté de transmission et d'intégration. Donc ça a été facile de prendre les choses en main à bord et de s'intégrer. On prend déjà beaucoup de plaisir à naviguer tous les 6. Donc vous êtes deux navigatrices avec Marie sur cette Finistère Atlantique. Est-ce que quelque part tu as l'impression de jouer un peu un rôle de pionnière dans cette classe ultime? Il y a encore très peu de femmes dans la classe ultime. Pionnière, je ne sais pas, il y a quand même des grandes navigatrices qui nous ont précédées, mais en tout cas, je suis bien contente. À la précédente édition, j'étais la seule femme, là on est deux. Ça progresse. Sur tous les supports, on en voit de plus en plus et je pense que cette diversité et cette mixité est sûrement riche pour chacun d'entre nous, donc c'est chouette. François, vous êtes d'ailleurs au sein de l'équipe Mer Concept assez investi, puisque vous portez aussi un projet en Ocean 50 qui s'appelle Upwind by Mer Concept, avec un équipage 100% féminin. C'est important d'ouvrir la porte aux navigatrices? Oui, c'est super important, parce que vous voyez, en effet, on n'est pas complètement mixte en global et sur toutes les équipes, et comme le disait Amélie, quand on voit quand même l'histoire de nos multicoques, et de l'ultime, je pense à Hélène en ultime et avant Florence Artaud, certains ont peut-être navigué avec elle ou contre elle. Enfin voilà, c'est incroyable parce que quand même les résultats qu'ont eu ces femmes en course au large, c'est en 30-40 dernières années. Et il n'y en a pas assez et c'est pas assez mixte, donc faut tout faire pour qu'on ait un sport qui soit le plus mixte possible. Et voilà, je suis ravi que Marie soit là également et j'espère qu'on aura de plus en plus de femmes sur nos bateaux dans les années qui viennent. Est-ce que tu peux nous présenter le reste de l'équipage? Tu as parlé de l'OVNI Tom Laperche et à côté de Tom. Ouais, donc il y a Tom qui est en effet le petit jeune et qui connaît évidemment parfaitement le bateau puisqu'il était sur le tour du monde tout seul au début de l'année. Après, on a Pascal Bidégory. Pour le coup, c'est le doyen de l'équipage. Presque envie de dire notre papa, presque pour le chambrer un peu notre papy. Il nous fait bien marrer. Je pense que j'ai pas besoin de trop en parler parce que vous savez tous tout son talent et sa capacité à faire avancer un bateau, aller chercher plein de détails que peu d'entre nous ne peuvent voir. Donc on se marre bien avec Pascal. Et après, deux personnes qui sont avec moi dans l'équipe technique qui vraiment travaillent sur la conception et le développement des bateaux. Donc je pense à Antoine Gauthier et Émilien Lavigne qui connaissent bien le bateau parce qu'ils sont là depuis le début. Ils étaient là même sur les bateaux précédents. Je pense l'ancien trimaran massif actuellement actuel et même par le passé l'IMOCA massif. Donc voilà, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, beaucoup navigué, souvent en entraînement. Et là, je suis ravi qu'ils puissent intégrer l'équipage pour cette course et puis pour le trophée Jules Verne dans quelques semaines. Tu as toi aussi, comme Sébastien, un historique avec la Méditerranée. Tu as gagné ta première course, la Cap Istanbul, c'était en Méditerranée. Je crois que tu as aussi pas mal navigué quand tu étais étudiant là-bas. Raconte-nous un petit peu. Ouais, moi j'ai passé pas mal de temps quand je faisais de l'olympisme. J'étais principalement basé à Marseille. J'ai vécu quelques mois à Nice, pas très loin de là où on arrive. Et en effet, j'ai commencé un peu la course large, ma transition de l'olympisme vers la course large en Méditerranée. Et j'aime bien, c'est un exercice qui est difficile, ça tout le monde le sait, c'est très aléatoire, ça change rapidement, mais c'est vrai que c'est une mer qui est assez incroyable, il se passe plein de choses, c'est riche, plein de rebondissements. Et quand tu parlais du parcours tout à l'heure, c'est vrai que je me disais c'est assez rigolo parce que le début de la course, là en Atlantique, c'est des conditions à quelques gouttes d'eau près éventuellement, mais c'est des conditions très méditerranéennes. Là, il y a du vent fort aujourd'hui. Demain, sur le départ, il n'y a pas de vent. Après, ça va rentrer très fort d'un coup. Après, ça va retomber d'un coup. C'est un peu des conditions jusqu'à Gibraltar qui sont finalement au niveau vent très méditerranéenne avec des trucs très, très binaires. Donc voilà, on va faire une course sur Atlantique. Alors, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de Méditerranée. Mais dans les conditions, j'ai l'impression que c'est méditerranéen de Concarneau jusqu'à Antibes. Merci François. Un petit mot Francis sur ce plateau des 5 ultimes qu'on vient de présenter. Qu'est-ce qui t'inspire?
Ça, c'est une question alors. M'inspire de la sérénité parce que voilà, ils ont décrit les équipages, vous les connaissez tous. Je pense que les directeurs de course, ils sont absolument ravis de venir encadrer de tels équipages. Alors évidemment, on est toujours centré sur la sécurité, eux sur la perf. Mais en tous les cas, la confiance qu'ils m'accordent dans les discussions qu'on peut avoir, voilà, je dirais que c'est l'endroit où je suis content d'être en tous les cas en ce moment. C'est parfait. Eh bien, merci Francis, merci à toutes et à tous. On va peut-être passer maintenant aux questions des journalistes. D'abord ceux qui sont présents ici à Concarneau. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et il y a Julie qui est avec vous pour faire circuler le micro. Non, pas de questions. Loïc ? Attends, on va faire avec le micro. Juste, la course est magnifique sûrement, mais le nom de la course, ça va pas avec le parcours. Il y a un hiatus là, non? Je propose à Emmanuel Bachellery éventuellement de répondre. Merci pour la question. La question est pertinente. Il se trouve qu'avec Mathieu, on est parti de pas grand-chose il y a 3 ans. On a voulu installer, Thomas l'a très gentiment dit, des formats de course un peu différents. Et on n'en oublie pas nos historiques respectifs, c'est-à-dire qu'une course, c'est aussi un nom de marque. Et qu'un nom de marque, ça s'installe. On n'appellera jamais la route du Rhum la route de la canne à sucre. Bon. Même si elle doit changer de nom. Donc cette course, elle s'appelle Finistère Atlantique. On en a pas mal parlé, pour être tout à fait transparent. On en a pas mal parlé avec nos camarades Antibois. Et ils ont parfaitement compris le sujet. Donc c'est pour ça qu'on a une petite signature sous Finistère Atlantique pour bien montrer qu'on va de Concarneau à Antibes. Mais ces magnifiques bateaux et ces skippers et ces skippeuses, tout aussi émérites et professionnels les uns que les autres, vont fouler quand même l'Atlantique pendant un bon bout de temps, même si ça va aller vite. Francis l'a dit, ça va s'arrêter. François l'a dit aussi, ça va partir doucement, rentrer fort, re-s'arrêter. Voilà. Donc, mais cette course, elle s'appelle Finistère Atlantique et elle s'appellera Finistère Atlantique pendant un bon bout de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une petite question quand même pour Anthony. Anthony, tu l'as déjà dit, hein, tu as un bateau un petit peu plus ancien que celui de tes petits camarades. C'est l'ancien Massif de François mis à l'eau en 2015. Cependant, tu disais que tu as tes cartes à jouer sur cette course en raison d'un parcours qui peut être un peu plus favorable aux performances de ton bateau. Ouais, on a un bateau plus ancien, certes. Il ne faut pas que ce soit à chaque fois une excuse, en tout cas. Voilà, ça reste quand même un super bateau qui peut faire des belles choses dans pas mal de conditions. Et voilà, en tout cas, ce parcours, ce qui est sûr, c'est qu'il nous permet d'avoir des regroupements un peu plus souvent que sur une traversée atlantique, peut-être. Donc on a des cartes à jouer. En tout cas, on a un super bateau qui est fiable, un peu comme les autres ultimes aussi, mais voilà, on est vraiment sûr de sa fiabilité. On a un super équipage, on sait qu'on a des coups à jouer, on a des cartes en main et on va essayer de bien les utiliser. Je crois que encore une question, Loïc Madeline, pour Voiles et Voiliers. En fait, on l'a dit, il y a 3 bateaux qui ont le Jules Verne derrière. Est-ce que quelque part, ces 3 bateaux, je demande à leur skipper, un peu plus de préserver leur matériel par rapport à d'autres qui finalement peuvent jouer gagnant en se disant qu'ils ont moins à perdre? Qui veut commencer? Moi, je veux bien en parler, vous compléterez. Pour préserver le matériel, c'est pas simple, surtout sur une course rapide comme ça. Évidemment, il peut nous arriver des avaries. Après, on part faire un tour du monde. Donc, je pense qu'on est aussi là pour gagner, comme Thomas le disait. C'est-à-dire que c'est une course à part entière. On l'aime. C'est presque notre seule course de l'année. Donc, on va voilà, tout faire pour essayer de performer au mieux. Et que pour préparer un Jules Verne, à un moment donné, il faut être capable aussi d'aller vite, même dans du vent fort, même dans des conditions difficiles. Donc, évidemment, on n'est pas à l'abri de problèmes et d'avaries. Il y a pas mal de choses qu'on ne contrôle pas et qu'on ne maîtrise pas. Mais non, je pense que la meilleure préparation pour le Jules Verne, c'est d'attaquer à fond et d'essayer de gagner. Armel non, pardon, Armel. Charles plutôt. Charles, est-ce que tu veux compléter? Non, j'ai la même chose. Si on n'est pas capable d'aller à Antibes avec le bateau et prendre
35 nœuds pendant quelques heures. Il ne faut pas prendre le départ du trophée Jules Verne, je crois. Donc, non, on va jouer la course à fond, comme toutes les courses. De toute façon, dès qu'on est bord à bord, je crois qu'il n'y en a pas un qui enlève le pied de l'accélérateur, j'ai déjà constaté. Thomas, tu veux rajouter un mot? Moi, j'avais déjà un peu répondu à cette question. Je crois que ce serait même un peu pas respectueux par rapport à la course elle-même que de dire que ce serait juste un warm-up pour un Jules Verne ou pour une autre course. Chaque course a son identité importante. Nous, on vient à nous pour se confronter. D'ailleurs, même dans les entraînements, on a cet état d'esprit-là. Hein. Et plus ça va, plus on s'entraîne les uns avec les autres. Donc, non, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ce sujet. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle là? Bonjour. Quelles expériences vous avez avec ces bateaux-là sur la Méditerranée? Peu importe qui répond, mais... Qui veut répondre? Armel. Nous, on a été en Marseille au mois de juillet, parce qu'on a amené le bateau pour les Jeux Olympiques. Donc, c'était le même équipage à bord. Donc, on a fait une petite reconnaissance du parcours, même si ce n'était pas les conditions qu'on va rencontrer. Donc, mais voilà, on a pu naviguer un peu en Méditerranée et puis ensuite ramener le bateau. Donc, voilà un petit peu notre expérience cette année pour Banque Populaire. Anto, tu as navigué en Méditerranée avec ce bateau? Non, c'est pour ça que j'ai pas levé la main pour essayer de répondre. Mais merci de m'interroger. Qui a déjà été navigué, vous? Nous, SVR, en 2022, on a fait un petit tour méditerranéen en opération de relations publiques. Il n'y avait pas de course. Donc, on avait fait un petit tour. On avait fait Portugal, Espagne, France, Italie et même Tunisie. On a fait le record de la Med. À la fin de cette opération, on a eu une belle réussite parce que c'était pas vraiment prévu qu'on le fasse, mais entre deux RP, il y a des conditions météo qui étaient plutôt bonnes pour tenter le record. Donc, c'est venu s'ajouter à cette petite tournée méditerranéenne. Donc, on en garde un très bon souvenir. C'était vraiment chouette. Très bien. Thomas, tu voulais rajouter? Non, nous on est allé aussi une fois, mais c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, ça nous fait plaisir d'y retourner. On a été faire juste des RP là-bas, c'était sans pression de compétition, mais je pense que clairement la classe ultime, elle a vocation à y aller plus souvent, c'est sûr. Vous aviez navigué en Norma tous je pense que Charles, tu disais, vous avez été en Norma ou en mode 70 aussi en Méditerranée? Oui, on a beaucoup fait ce parcours en Norma et en mode 70 en course. Et donc, c'est des super souvenirs, enfin mes plus beaux souvenirs en tout cas. Donc voilà. En plus, ça s'est toujours bien passé, donc on espère que ça va continuer. En Norma, c'était fabuleux. Même les tours de l'Europe et tout ce qui allait jusqu'à Venise et tout, c'était... Moi, c'est le plus beau souvenir de course, effectivement, de voyage en tous les cas, associé à la course. C'était ces points de chute en Méditerranée où on n'allait pas tant que ça. Mais comme il y a tellement d'îles, il y a tellement de manières d'appréhender un parcours comme celui-là, non, il n'y a pas de... Ah si, moi j'ai chaviré une fois avec Bidégory, juste pour vous rappeler. Mais il n'avait pas à bord cette fois-ci. C'était de sa faute. Effectivement. C'est un peu à chaque fois la petite... tu t'en remets une couche à chaque fois, c'est ton truc. Ouais. Qui aime bien charrie bien, c'est ça. Hein. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions dans l'assistance ici à Concarneau? Alors, je crois qu'on a une question des journalistes à distance, une question de Ludovic Sorlot de Course au Large, c'est ça? Et je crois qu'on va pouvoir l'entendre. Oui, bonjour à tous. J'avais deux questions. La première concernant vos dispositifs de sécurité et de détection des cétacés. Je voulais savoir si vous avez progressé depuis un an. Et la deuxième question, c'était en Méditerranée, il y a la Coupe de l'Amérique. Je sais que certains d'entre vous la suivent de près. Et vous n'avez pas pensé à y aller ou est-ce que vous projetez d'y aller à votre retour? Alors, on va commencer par la première question sur les cétacés. Qui veut prendre la parole sur le sujet? François? Oui, moi je veux bien. En effet, c'est un vrai sujet pour nous et depuis de nombreuses années. On y travaille toujours. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites là depuis un an pour répondre à la question sur la dernière année.
Malgré tout, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a des systèmes suffisamment fiables pour dire il n'y a absolument aucun risque, aucun danger? Malheureusement, non. Donc voilà, ça fait malheureusement partie de nos risques. On avait parlé de zone interdite, mais c'est vrai que c'est compliqué. On arrive dans une zone où il y a pas mal de cétacés, je pense entre la Corse et Nice. Donc on peut espérer qu'il n'y aurait peut-être pas trop de vent pour arriver pas trop vite. Je ne sais pas quelle est la bonne façon de faire. En tout cas, on sera particulièrement vigilant sur le sujet. Néanmoins, dire que c'est un risque qui n'existe plus ou qui n'est plus là, on ne peut pas dire ça. Enfin, en tout cas, nous, à bord du bateau, on y travaille beaucoup, on y passe beaucoup de temps, mais on n'est pas encore au vent de la bouée, comme on pourrait dire. Coupe de l'América, Thomas, tu as fait la Coupe de l'América, toi. Je crois que tu es parmi nos invités du jour, tu es un des rares à l'avoir faite. Est-ce que tu regardes la 37e édition? Est-ce que tu suis les régates? Ah ouais, là, je suis complètement addict. C'est vrai que je l'ai faite il y a très longtemps. Et c'était sur des bateaux, on en parlait tout à l'heure, si on devait comparer les deux générations de bateaux, c'est fou. Et c'est ce qui rend aussi la Coupe fabuleuse, c'est que finalement, on peut mesurer à quel point elle évolue, elle change, elle fait progresser tout le monde, elle s'est adaptée au monde volant, et aujourd'hui les bateaux sont fantastiques. Alors il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des gens à regarder en disant que c'était mieux avant, mais c'est vrai que je converse assez peu avec ces gens-là habituellement. Donc, mais là, c'est vrai que la coupe, elle est extraordinaire. J'ai cette chance d'avoir pas mal d'amis, de potes dans le projet français. Donc on a suivi ça, mais aussi dans d'autres. Donc on l'a envisagé d'aller à Barcelone pour s'offrir ça. Et on s'est fait remettre dans le rang par la direction générale du team pour des questions de logistique et des questions effectivement de praticité. Donc je pense pas qu'on ira, mais c'est pas l'envie qui m'en manquait moi perso. Charles, tu es en train de construire un nouvel ultime, Gitana 18. Est-ce que la Coupe de l'América est source d'inspiration pour vous? C'est quand même une course, une compétition pionnière en termes de développement, notamment des bateaux à foil. Oui, je crois qu'une des forces d'ailleurs de notre équipe, c'est de travailler avec Guillaume Verdier, qui a été longtemps dans la coupe avec Team New Zealand. On a bénéficié de beaucoup de retours de sa part. On continue à en bénéficier sur le design de Gitana 18. Évidemment, on regarde beaucoup. On a la chance aussi de travailler avec Benjamin Mull, qui maintenant était dans le Team France, donc qui a pu en plus voir le bateau néo-zélandais, qui est un vrai chef-d'œuvre, je crois, en termes de système, et donc on en bénéficie tous les jours. Donc ça, c'est très riche, même au niveau du simulateur, parce qu'on travaille beaucoup avec les simulateurs. Donc on regarde beaucoup ce qui se passe parce qu'on aime ça, et que c'est des bateaux complètement fabuleux et techniquement. Qui aurait pu imaginer quand on a proposé ce projet-là? C'était une idée, je crois, de Guillaume, de faire un bateau, un monocoque avec des foils qui basculent. Tout le monde a dit mais c'est ridicule, ça fera des matchs inintéressants, on ne pourra pas virer, ils pourront pas. Bah non, en fait c'est juste magique ce qu'ils ont réussi à faire en 2 campagnes. Donc voilà, et j'ai la chance j'irai voir la finale. Donc voilà, je suis invité. Donc je vais voir ça à Barcelone après, mais j'irai pas en bateau. Et il en est où alors ce Gitana 18? Écoute, les flotteurs, coques, ça construit, et puis maintenant il faut qu'on dessine nos appendices. C'est ça qui prend le plus de temps. C'est un boulot sans fin. Il faut rendre des plans dans les quelques mois qui viennent. Donc on est dessus tous les jours en ce moment, et tous les jours on se pose des questions et on réessaye des choses nouvelles, et voilà, on fait, comme je disais, on a passé plus de temps à naviguer sur G18 sur le simulateur cette année que sur G17. On a compté les heures, c'est monstrueux le nombre d'heures qu'on a passé aujourd'hui sur le simulateur. Donc voilà, c'est sympa, mais pour l'instant c'est virtuel pour nous. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'est terminé pour ces questions. Merci à toutes et à tous. Départ donc de la 2e édition de la Finistère Atlantique demain de Concarneau à 13h à destination d'Antibes. Bon vent, et on vous attendra à Antibes dans une semaine.